Donc bonsoir. Je voudrais aujourd'hui donc parler de Israël en marche. C'est Israël en marche, c'est les débuts de l'État d'Israël avant sa création, avant sa proclamation. Et comme vous le savez, l'État d'Israël est l'incarnation d'une idéologie, le sionisme, une idéologie qui est de nature nationaliste, de nature laïque, mais qui en fait n'a pas commencé avec Théodore Herzl, le père du sionisme. Plus exactement, quand on envisage, quand on voit dans son ensemble l'idéologie qui a donné naissance à l'État d'Israël, on peut discerner deux courants. Un courant nationaliste juif et le courant sioniste proprement dit. Le courant nationaliste juif, c'est ce courant qui va donner naissance aux Chovevei Tzion, aux amants de Sion, ce courant qui va être porté par les premiers pionniers, les pionniers de la première Aliyah. Et c'est ce courant-là, ce nationalisme, il est né en Europe centrale, à l'époque du printemps des peuples, savoir dans les années 40. Ces années 40 en Europe, qui ont vu la naissance de peuples ou de nations que l'on croyait disparues, la nation hongroise, la nation italienne, etc. Et certains penseurs juifs imaginaient que si ces peuples anciens ont pu se recréer et devenir des nations modernes avec un État, pourquoi pas les Juifs? Donc c'est cette idée de nationalisme qui a germé en Europe centrale et une idée qui a été élaborée par des penseurs juifs qui avaient ceci en commun. Ces penseurs juifs, ils étaient tous baignés ou trempés de l'idéologie de la Haskalah. La Haskalah, c'est ce mouvement des Lumières juives, ce mouvement de modernisation du judaïsme qui a mis l'accent notamment sur la renaissance de l'hébreu, sur des notions comme la productivisation, à savoir la cessation du commerce ou du travail d'usurier, de banquier, au profit de l'agriculture. Et puis, c'est un mouvement, le mouvement de la Haskalah, qui a essaimé un peu partout en Europe et qui pensait, qui imaginait la création d'une nouvelle société juive. Le mouvement de la Haskalah, on ne peut pas dire que ce soit un mouvement sioniste, mais sans la Haskalah, le sionisme probablement n'aurait pas germé, ou du moins ce sionisme de la première génération, parce qu'entre autres, on doit à la Haskalah la renaissance de la langue hébraïque qui va devenir une langue nationale du mouvement sioniste. Et une autre particularité de ce mouvement, de ce premier nationalisme juif, c'est qu'il groupait des laïcs, des juifs laïcs, des intellectuels laïcs, mais aussi des rabbins comme El-Kalaï, comme Kalischer, qui imaginaient aussi la naissance d'une nation juive et pourquoi pas en Palestine, c'était leur idée. Et pour bien parler de ces rabbins, il faut souligner aussi que ce mouvement des années 40, dans certains textes kabbalistes, l'année 1840 était l'année du début de la Géoula, à savoir de l'avènement des temps messianiques. Et donc, ce mélange d'un nationalisme juif, Haskalah, plus des idées kabbalistes, c'est ce mélange-là qui va donner
une sorte qui va donner vie, d'une certaine manière, à ce nationalisme juif, à cette volonté de créer quelque chose en Palestine. Ce qu'il y a aussi important à souligner, c'est le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique dans les années 40, c'est la Palestine qui est occupée par Mohamed Ali, le roi ou le khedive égyptien. Et c'est cette Palestine qui devient un objet important de la question d'Orient et qui va voir une sorte de course entre les grandes puissances qui veulent chacune avoir leur église, leurs écoles dans cette région. Donc, il y a une sorte de course des puissances européennes pour s'accaparer de la Palestine, en tout cas pour une certaine présence en Palestine. Et cette course européenne, ou ce désir européen d'entrer en Palestine, plus toutes les considérations nationalistes dont je vous ai parlé, vont donc encourager les Juifs à penser à la Palestine comme territoire national juif. Certains, d'ailleurs, vont même avoir proposé aux Rothschild d'acheter cette Palestine, cette terre. Et l'idée du rachat de la Palestine par des manières juives, ce n'était pas une idée en l'air. Par exemple, Montefiore, quand il a été reçu par le khedive égyptien qui venait d'occuper la Palestine, lui a tout simplement demandé de bien vouloir lui vendre la Palestine. Alors, c'est quoi la Palestine à l'époque, dans les années 40? C'était une région de l'Empire ottoman, une province de l'Empire ottoman, en fait une sous-province parce qu'elle appartenait à la Syrie. Elle était très faiblement peuplée d'Arabes, mais il y avait aussi une vieille communauté juive, une communauté juive dans cette Palestine qui habitait surtout Jérusalem, les 4 villes saintes, comme on les appelle, c'est Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Cette population juive, au départ, c'était une population qui vivait de commerce, d'artisanat et surtout de mendicité, puisque ce sont les communautés juives de l'étranger qui subvenaient à ses besoins. Mais au cours du XIXe siècle, quand la Palestine va s'ouvrir au monde extérieur, quelques commerçants juifs, quelques bourgeois juifs, séfarades, habitant notamment Jaffa, vont participer au réveil économique de la Palestine et notamment au tracé du premier chemin de fer de Palestine. Donc c'était une petite province que les Ottomans, que l'Empire ottoman va vouloir renforcer à la vue de ces Européens, de ces puissances européennes qui veulent s'installer, ou du moins qui sont en train de grignoter les frontières de cette région. Les relations à l'époque entre les Juifs et les musulmans de Palestine, d'ailleurs ces musulmans de Palestine qui ne se faisaient pas qui n'étaient pas des Palestiniens, le terme de Palestinien a été créé beaucoup plus tard, et les premiers Palestiniens c'était les Juifs qui se définissaient comme tels. La population musulmane de Palestine se définissait d'abord comme musulmane et régionalement comme syrienne, comme sud-syrienne, et ce n'est que plus tard que cette population musulmane va se décrire comme palestinienne. Ce qu'il y a aussi à ajouter dans cette course vers Jérusalem, il faut aussi parler du réveil chrétien concernant la Terre Sainte. Beaucoup d'intellectuels, de prêtres chrétiens ont commencé à s'intéresser aussi à la Palestine, notamment des évangélistes, comme on les appelle aujourd'hui. Ces évangélistes, des protestants surtout, étaient des millénaristes. Ils pensaient que pour accélérer le retour de Jésus sur terre, il faudrait encourager les Juifs
à venir, à se réunir, à se rassembler en Palestine. Et donc on assiste aussi à une sorte de sionisme chrétien. Un des sionistes chrétiens les plus connus, c'est Oliphant, qui en fait partageait les mêmes ambitions que ces nationalistes juifs, à savoir acheter la terre de Palestine pour y installer des juifs. Et en dehors d'Oliphant, il y a aussi Dunant, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge internationale, n'est-ce pas? Et qui lui aussi, et c'était un protestant, qui lui aussi voulait encourager les Juifs à venir s'installer en Palestine. Et ces sionistes chrétiens agissaient exactement comme les premiers sionistes juifs, à savoir, ils créaient aussi, ils voulaient non seulement réunir les Juifs, mais aussi mettre à leur position des terres et l'agriculture comme moyen de subsistance. Donc, c'est la première branche de ce sionisme pragmatique qui est né en Europe centrale, et c'est le mouvement ou l'organisation sioniste qui incarne cette pensée, c'est les Chovevet Tzion, les amants de Sion. Ces amants de Sion, c'était des associations dispersées un peu partout en Europe centrale qui encourageaient l'émigration des Juifs en Palestine. Et c'est ainsi que va se créer la première Aliyah. Aliyah, c'est-à-dire la première vague d'émigration de Juifs en Palestine. Ils vont former le noyau de ce que nous appelons, dans l'historiographie israélienne et sioniste, le nouveau Yishuv. L'ancien Yishuv, c'est le Yishuv dont je vous ai parlé tout à l'heure, les séfarades, les ashkénazes, des grandes villes qui vivaient surtout de mendicité ou de l'aide, si vous voulez, du judaïsme de la diaspora. Ce nouveau Yeshuv, lui, va être totalement différent du premier, puisqu'il va vivre d'agriculture et il va utiliser l'hébreu comme langue, mais ces Chovevet Tzion ne pensaient pas encore à la création d'un État juif. Et même l'idée d'État juif était encore très loin de leur pensée. Et donc, ces Chovevet Tzion vont créer effectivement les premières moshavot. Des moshavot qui vont avoir beaucoup de mal à exister. D'abord, c'est à peu près dans les années 70, les premières aliyot, et ces moshavot qui ont été créés sur des terrains achetés par les Juifs, et généralement ces terrains se trouvaient dans des régions marécageuses, le long du littoral, qui était abandonné, déserté par la population locale, et en fait il y avait toujours plus de terrains à acheter que de demandes. Et quand ce premier Yishuv a eu des difficultés, a rencontré les premières difficultés pour pouvoir se maintenir en vie, grâce à un Français très connu, Charles Netter, cette première aliyah va se mettre en rapport avec Edmond de Rothschild, que nous connaissons tous, et Edmond de Rothschild va devenir le patron de ces moshavot, et parmi ces moshavot, les noms sont très connus. Vous avez Zichron Yaakov, c'est l'une des plus grandes, Rishon les Tzion, Petah Tikva, qui n'a pas été fondé par les hommes du baron, mais qui existait. Le baron va en fait financer aussi toutes ces moshavot. Et en tout, on peut dire que ce premier noyau devait comprendre plus ou moins 30 000 à 40 000 personnes, ce qui n'était pas rien. Et donc c'est la première vague d'immigration, c'est le nouveau Yishuv, un Yishuv qui est totalement différent de l'ancien Yishuv, un Yishuv qui va avoir aussi un type de relation
assez différente aussi avec la population musulmane. La population musulmane qui a vendu ces terres à ces juifs de l'étranger, d'abord n'étaient pas habitués à avoir des juifs paysans, des juifs agriculteurs, et n'étaient pas habitués aussi à avoir des juifs aux mœurs légères, comme on disait à l'époque. Et les tensions entre ces communautés ne vont pas tarder à germer entre musulmans et juifs. Mais disons, dans l'ensemble, ça se passait correctement. Et oui. Ces terres achetées à qui, en fait? Est-ce que c'était à la population? Non. Alors, c'était acheté... Alors, la plupart de ces terres étaient achetées à des propriétaires libanais ou palestiniens, mais qui habitaient au Liban ou en Égypte, et très peu de terres ont été achetées à des Palestiniens. Les Palestiniens vont vendre leurs terres beaucoup plus tard, dans les années 20 et 30. D'accord ? Mais ce qui se passait, je comprends votre question, c'est que souvent ces terres étaient vendues alors qu'elles étaient travaillées par des paysans locaux. Et ça a créé des tensions, et plus que des tensions, entre les nouveaux venus et les paysans arabes palestiniens, qui devaient d'ailleurs, qui étaient obligés par la justice ottomane cette fois, de quitter les lieux. Et bien entendu, ces tensions ce sera le premier germe du conflit entre juifs et palestiniens plus tard. Donc, c'est le premier noyau sioniste, cette première alia, mais des sionistes qui n'avaient pas, qui ne pensaient pas à un État. Et d'ailleurs, ce sionisme-là, dans l'historiographie, nous l'appelons le sionisme pragmatique, le sionisme pratique, contrairement à l'autre sionisme, le sionisme politique. Alors, ce sionisme politique, bien sûr, comme vous le savez, il est plus tardif. Il est de la fin du XIXe siècle. Il est l'œuvre d'un homme, c'est Théodore Herzl. Théodore Herzl, qui est un journaliste juif de Vienne, qui était très éloigné d'ailleurs des choses juives, et qui a commencé à s'intéresser aux juifs, au judaïsme, au devenir juif, lors de son séjour à Paris, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Lui-même était correspondant de son journal, un journal très important de Vienne au Parlement français. Et donc, c'est Herzl qui, sous le choc de l'apparition et du renforcement de l'antisémitisme en France, va arriver à la conclusion que les Juifs, pour pouvoir régler le problème juif, en fait, pour pouvoir régler l'antisémitisme, eh bien, il faut normaliser les Juifs. Et comment normaliser les Juifs? Eh bien, il faut que les Juifs aient un État comme tout le monde. L'idée en soi n'était pas originale. Léon Pinsker l'avait lancé, Pinsker, quelques années plus tard. Mais la force de Herzl, c'est de sa façon d'organiser les choses. Herzl était un véritable homme de théâtre. C'est lui qui a organisé le premier congrès sioniste. On demandait à chacun de venir habillé comme il faut, avec une lavalière ou un nœud papillon, n'est-ce pas? C'est lui qui va exiger la création d'un hymne, d'un drapeau, etc. Et pour les Juifs de l'époque, le premier congrès sioniste de 1897 était un événement absolument magistral. Un événement, et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire du sionisme, nous faisons débuter le sionisme à partir de 1897, alors qu'en fait, il a été précédé par
les Hovevei Tzion, qui avaient déjà installé leur premier village, n'est-ce pas, en Palestine. Et d'ailleurs, ce n'est pas le fait du hasard si parmi les délégués venus assister au congrès sioniste de Bâle de 1897, il y avait des représentants des Juifs de Palestine qui étaient venus pour participer à cette immense manifestation. L'idée d'Herzl, donc, est de créer un État juif, parce que c'est la seule façon de normaliser les Juifs. Herzl, lui, n'était pas très enthousiaste pour la langue hébraïque. Herzl disait d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette langue qui ne peut même pas servir pour acheter un billet de train, à savoir mais il était très loin, lui, de la réalité hébraïque. Il ne connaissait pas la Palestine. Et ce n'est qu'après ce congrès qu'il va venir visiter la Palestine. Et si ça ne tenait qu'à lui et qu'à Herzl, c'est l'État juif en question aurait pu se créer ou pourrait se créer n'importe où dans le monde. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'idées de créer du côté du canal de Suez, à Chypre, ou n'importe où. Ce n'est que sous la pression des Juifs de Russie, des sionistes de Russie, que Herzl a finalement accepté de présenter la Palestine comme le lieu idéal pour créer cet État juif. Herzl a créé le sionisme politique d'abord grâce à son organisation. Il a organisé le mouvement sioniste en une véritable parti de masse, avec des symboles, comme je vous disais, des règles d'adhésion, des journaux, dans le but de mobiliser toute la population juive. Mais Herzl ne pensait pas que cet État juif pourrait être créé par l'immigration. Il pensait, Herzl, que la seule façon de créer cet État juif, c'est d'arriver à des accords internationaux. À des accords internationaux, c'est pourquoi, à un moment, il a cru en l'Allemagne, et il pensait que l'Allemagne pourrait aider le mouvement sioniste pour créer cet État. À un autre moment, il a pensé aussi que l'Empire ottoman, si on lui expliquait les choses, et surtout si on lui promettait de l'argent pour résoudre ses problèmes financiers, l'Empire ottoman accepterait de laisser la Palestine aux Juifs. Et puis, à la fin, il a même pensé aux Anglais, et avec les Anglais, il a presque convaincu les Anglais, ou les Anglais ont essayé de le convaincre de créer cet État juif en Ouganda. Ouganda, en fait, c'est le Kenya d'aujourd'hui. Et donc, c'est cette idée sioniste politique donc, qui a prévalu chez Herzl. C'est une idée de normalisation du peuple juif. Herzl a exprimé ses idées dans un texte, l'État des Juifs, et puis dans une sorte d'utopie, le Altneuland, une terre nouvelle ancienne, où il a donné libre cours à son imagination pour ce que serait cet État juif en Palestine. Cet État juif en Palestine serait un îlot de créativité industrielle, commerciale, etc. Un État laïque, bien sûr. Et je vous conseille d'ailleurs de lire ce livre, parce que Herzl met en scène notamment un intellectuel arabe palestinien qui a étudié, comme par hasard, à Heidelberg, n'est-ce pas, et qui avait aussi un bel accent allemand, comme disait Herzl. Et cet intellectuel arabe de Palestine était très heureux de pouvoir accueillir les Juifs, de pouvoir accueillir un État juif en Palestine. Ne voyait aucun mal. Donc ça, c'est le Herzl rêveur. Ce rêveur va mourir très vite. Et en 1904, n'est-ce pas, Herzl est mort de maladie. Et on pouvait se dire que ça y est, c'en était fini du sionisme, puisque le père de ce sionisme politique avait disparu.
Et surtout que les idées de Herzl, il faut pas l'oublier, n'avaient pas, en dehors bien sûr des militants sionistes, en dehors des juifs de Russie. C'est le plus important. Les idées de Herzl n'avaient pas reçu un excellent accueil dans le monde juif, pour le moins qu'on puisse dire. Même le grand poète juif hébraïque Chaim Nachman Bialik c'est Gosset de Herzl qui veut créer un État juif en un quart d'heure. Les Juifs de France, les Juifs d'Allemagne, à savoir les judaïsmes, les Juifs assimilés de l'époque, les Juifs émancipés de l'époque, ne croyaient pas du tout dans cette idée de Herzl. Et Herzl lui-même, d'après les témoignages que nous avons, Herzl lui-même, quand il apparaissait à Vienne, au théâtre de Vienne, tout le monde se moquait de lui en criant « Voici le roi des Juifs ». Et donc, mais d'après le témoignage que nous avons de Stefan Zweig, la mort de Herzl a suscité un choc immense dans cette diaspora qui le rejetait. Et Stefan Zweig a laissé des pages absolument extraordinaires sur les obsèques de Herzl, avec des milliers de personnes qui sont venues d'un peu partout d'Europe centrale. Mais sur le plan politique, on peut dire que la mort de Herzl pouvait en fait risquer de mettre un terme à ce sionisme politique, parce que finalement, en dehors de cette organisation dont je vous ai parlé, l'organisation sioniste, en dehors de ces fédérations sionistes et des journaux, il n'y avait rien en Palestine. Herzl n'a rien laissé, n'a rien créé en Palestine, et donc on peut se dire que c'en était fini. Mais l'histoire va s'accélérer, et notamment à la suite des pogroms de Russie. À la suite des pogroms de Russie, à savoir l'empire tsariste, bien entendu, et notamment du pogrom de Kishinev, qui a marqué les esprits de façon extraordinaire. Et à la suite de ces pogroms de Russie, cette idée d'un État juif que l'on croyait morte à la suite du décès de Herzl va prendre des couleurs, si on peut dire. Et c'est dans ce contexte que va se former la deuxième et la troisième Aliyah, la deuxième vague et la troisième vague du mouvement sioniste. Et cette troisième vague du mouvement sioniste, tout d'abord, même si sur le plan social ou socio-économique, elle ressemblait beaucoup à la première Aliyah, à savoir c'était tous des jeunes qui n'avaient jamais fait travailler dans l'agriculture, qui étaient venus seuls, n'est-ce pas, qui n'avaient rien à perdre en quittant leur lieu. Surtout la deuxième Aliyah avait ceci de particulier, qu'elle avait une avant-garde très idéologisée, une avant-garde qui va former les chaloutzim, les pionniers du nouveau Yeshuv. Et ce n'est donc pas le fait du hasard si parmi ces deuxième Aliyah, nous trouvons tous les futurs dirigeants de l'État d'Israël et du mouvement sioniste. Dans cette avant-garde, nous avons David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Tzvi, Ber Katzenelson, Levi Eshkol, Tabenkin et d'autres, Zalman Shazar. Donc, ce sont des jeunes, cette avant-garde, elle est formée de jeunes, qui étaient venus en tant que membres de partis sionistes, socialistes, qui étaient déjà actifs dans la diaspora, à Poel HaTzaïr et Poel Etzion notamment, et qui avaient une autre idée de leur sionisme, si on peut dire. Tout d'abord, c'est un sionisme aux couleurs très socialistes. C'est la première chose. Et c'est
il mettait l'accent, bien entendu, sur le travail manuel, mais en tant que disciple de Tolstoï aussi et des naturalistes de l'époque, le travail agricole n'était pas une simple profession, si vous voulez. Le travail agricole, c'est comme dit une belle chanson israélienne, c'est pour se reconstruire. C'est construire et se reconstruire. Et donc, et puis se reconstruire en créant une nouvelle société qui n'a plus rien à voir ni avec les sociétés juives de la diaspora ou avec les sociétés de la première Aliyah. Parce que, et d'ailleurs, les villages, les moshavot de la première Aliyah n'ont pas accordé un accueil bienveillant à ces nouveaux venus qui étaient des socialistes, on peut même dire qui étaient communistes à l'époque, et qui parlaient d'égalité, alors que eux, les sionistes de la première Aliyah des Moshavot, disons, avaient créé une société qui ressemble beaucoup, à de mains égards, à la société Pieds Noirs d'Algérie. D'ailleurs, et le baron de Rothschild, qui gérait ces Moshavot, avait comme modèle l'Algérie coloniale, et ce n'est pas le fait du hasard s'il a choisi aussi comme activité principale pour ces Moshavot la culture de la vigne et le vin. Et c'est d'Algérie, d'ailleurs, qu'il a amené ces jardiniers, comme ils appelaient, ces horticulteurs, ces spécialistes pour former les habitants ou les agriculteurs de la première Aliyah. Et puis, cette première Aliyah, ces Moshavot, vont s'enrichir aussi, vont s'enrichir, et on va avoir ainsi une petite élite économique à la tête de ces villages, une petite élite économique qui va cesser de travailler elle-même la terre et qui va surtout faire appel aux Arabes, n'est-ce pas, pour travailler la terre. Un tournant ou une habitude que les idéologues, si vous voulez, et pas seulement les idéologues, ces jeunes de la deuxième Aliyah, l'avant-garde de la deuxième, ne pouvaient supporter. Pour eux, le travail arabe était une aberration, pour ne pas dire autre chose. Pour eux, il faut assurer à tout prix le travail juif. Le travail juif, non seulement parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvée pour pouvoir survivre et ne pas laisser de chômeurs, n'est-ce pas, mais parce que ils ne voulaient surtout pas reproduire en Palestine, en Eretz Israël, le modèle d'une société coloniale. Une société coloniale, à savoir une société qui divisait entre colons et indigènes, des colons qui font travailler les indigènes. Et donc, les militants de la seconde Aliyah vont faire de ce combat contre le travail arabe un des éléments emblématiques de leur idéologie. Au départ, la deuxième Aliyah était, tout comme la première d'ailleurs, assez indépendante des institutions sionistes. Tout comme la première, elle travaillait aussi sur des terres qui ont été achetées et non pas données. Et ce qu'elle a de particulier, cette seconde Aliyah, c'est qu'elle va créer de nouvelles formes d'habitat. Bien sûr, c'est le kibbutz et le moshav, qui vont devenir, en fait, grâce à la seconde Aliyah, les formes emblématiques de l'habitat rural sioniste. Et pour ce faire, ils vont être aidés de façon très efficace par l'agence juive et notamment par Arthur Ropin, qui était chargé en fait du peuplement juif de la Palestine. Donc, à partir de 1910, nous assistons à la naissance des premiers villages coopératifs
juifs, le kibbutz, ou la kvoutsa, comme on le disait à l'époque, et le moshav. Et le but aussi bien du moshav que du kibbutz, c'est faire travailler les habitants. Il va sans dire, bien sûr, que l'hébreu était la langue de ce kibbutz et de ces moshavim, mais que parallèlement, d'ailleurs, à la création de ces villages, on va assister aussi au renforcement du peuplement juif dans les autres grandes villes de Palestine. C'est que, contrairement aussi à une certaine image, tous les membres de la seconde Aliyah n'étaient pas des militants sionistes ou socialistes. Une bonne partie, en fait, est allée s'installer dans les villes, tout comme les membres de la première Aliyah. Et c'est ainsi que Jaffa va s'étoffer sur le plan matériel, sur le plan démographique, et de Jaffa va naître, si vous voulez, Tel Aviv, la grande ville juive de Palestine. Ce qu'il faut dire aussi déjà, que l'on ignore, c'est que pour ces militants de la deuxième Aliyah, l'émigration de Palestine n'était pas une valeur en soi. Bien sûr, ils voulaient que des Juifs émigrent en Palestine, mais ils voulaient surtout que cette émigration soit une immigration idéologique, que les migrants potentiels passent par une harshara, c'est-à-dire par une formation idéologique, et cette formation idéologique qui va les rendre aptes à travailler la terre, à vivre dans le pays. D'ailleurs, c'est une constante. Jusqu'à la création de l'État d'Israël, il y a eu très peu d'appels pour une émigration massive des Juifs en Palestine. Une seule exception, et c'est une exception qui va poser des problèmes, c'est en 1911, le mouvement sioniste va encourager l'émigration de plusieurs centaines de Juifs du Yémen. Et ces Juifs du Yémen, bien sûr qui n'étaient pas idéologisés, qui étaient habitués à vivre dans un climat chaud, mais les militants de la seconde Aliyah ont eu beaucoup de mal à les accueillir chez eux. Et certains disaient ouvertement, nous ne voulions pas du travail arabe, qu'est-ce que va nous rapporter le travail yéménite? C'est-à-dire pourquoi? Parce que ces yéménites sont venus pour d'autres considérations que des considérations de militantisme politique, sont venus pour des considérations religieuses, des considérations messianiques, si vous voulez, des idées qui étaient étrangères, totalement étrangères à la seconde Aliyah. Et c'est la raison pour laquelle l'accueil de ces immigrants yéménites n'a pas été facilité, n'a pas été de tout repos, et on a assisté vraiment à une sorte d'aliénation par rapport à ces nouveaux venus. Donc, c'est cette deuxième Aliyah, une deuxième Aliyah qui est très idéologisée, cette deuxième Aliyah dont sa force va résider non seulement dans le travail agricole, mais surtout dans sa volonté de créer autre chose en Palestine. Et comme ils avaient une bonne partie, par exemple David Ben Gurion et les autres, avaient participé aux différentes conférences sionistes, l'idée d'un État juif ne leur était pas étrangère, contrairement à la première Aliyah. Et donc, pour tous, d'accord, il s'agissait de préparer cet État juif. Et il reste aussi une autre question, c'est la question des Arabes. Mais auparavant, je voudrais juste ajouter que
en tant qu'organisation très idéologisée, bien sûr, la nouvelle Aliyah voulait créer un nouveau juif, qui va être personnifié par le Sabra. Et pour ces militants, ce nouveau juif doit plonger ses racines hébraïques dans la vieille terre d'Israël. Il doit être doté d'une autre identité. Et cette identité met l'accent sur le sport, sur un corps épanoui. Sur la Bible, il doit être un lecteur assidu de la Bible, donc ça fait partie de ses racines. Et surtout, il doit rejeter la diaspora. La négation de la diaspora fait partie de cette idéologie. Pourquoi la négation de la diaspora? Parce que la diaspora a l'échine courbée, cette diaspora, qui exerce son esprit de lucre, sa passivité et sa couardise à l'égard, n'est-ce pas, des goïms, à l'égard des non-juifs. Donc c'est de nouvelles formes d'habitat, un nouveau peuplement juif, une nouvelle vision, mais aussi avec cette idée encore lointaine de création d'un État d'Israël, d'un État juif. Et ce qu'il y a de très important, c'est que malgré tout, cette seconde Aliyah reste très, disons, elle vit dans une sorte d'entre-soi qui ne permet pas l'accueil, comme il se doit, des Juifs n'appartenant pas à la même culture, aux mêmes origines, les Juifs yéménites, mais pas seulement les Juifs yéménites. Le même mauvais accueil a été réservé aux Juifs du Maroc, par exemple, qui étaient venus à la veille de la Première Guerre mondiale, au premier de s'installer en Palestine. Quelle était leur attitude à l'égard des Arabes, de ces nouveaux immigrants? C'est une attitude assez ambiguë. Les premiers émigrants de la première Aliyah, eux, n'avaient pas de problème. Ils se considéraient plus ou moins comme les colons en Algérie, comme les pieds noirs en Algérie par rapport aux Arabes. Ils ne voulaient pas se mêler à eux, au contraire, ils les faisaient travailler, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour la seconde Aliyah. D'abord, elle était pétrie d'idéologie et d'idéologie socialiste, donc il y a une sorte de solidarité internationale, mais une solidarité internationale qui s'arrêtait au niveau du travail juif ou toute la question du travail arabe. Donc, on était prêt à aider ces Arabes à créer des syndicats et même à partager avec eux le savoir juif, le savoir médical, etc. Mais il était hors de question, d'accord, de les intégrer dans les villages, dans les kibbutzim et dans les moshavot. À la vérité, tous ne pensaient pas comme ça. Par exemple, nous avons l'exemple d'un certain pédagogue, Yitzhak Epstein, qui disait depuis longtemps avant la Première Guerre mondiale, et puis avant Yitzhak Achad, qui parlait avec regret de la question oubliée. La question oubliée, c'est la question arabe. Les sionistes disaient Achad on pensait à tout, mais ils ont oublié qu'il y avait des Arabes sur place. Et que cette terre de Palestine n'était pas une terre déserte. Il y avait des Arabes. Donc, il fallait faire quelque chose pour se rapprocher des Arabes. Et le pédagogue, lui, et Epstein, pensaient même que les sionistes devaient aussi partager leur bien-être, si on peut dire, leurs établissements, aussi bien sanitaires que scolaires avec les Arabes. Et pourquoi ne pas apprendre l'arabe, ne pas parler arabe en même temps que l'hébreu. Et donc il y avait malgré tout des dissensions à l'intérieur de
de cette deuxième alia, des dissensions politiques, idéologiques, et comme on le voit, ces dissensions vont accompagner l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours. Il y aura toujours une branche du mouvement socialiste sioniste qui voudra se rapprocher des Arabes, contrairement à d'autres branches. Donc la question arabe, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, n'était pas une question oubliée, elle était très présente dans la pensée et dans les peurs et les craintes même des sionistes. Ces sionistes de la seconde alia avaient aussi conscience de vivre dans un climat d'insécurité, parce que plus on avance dans le siècle, n'est-ce pas, plus on approche de la Première Guerre mondiale, et plus les voisins arabes, n'est-ce pas, montrent leurs signes d'énervement, pour ne pas dire plus, ou d'hostilité à l'égard de ces juifs qui sont venus s'installer sur des terres que eux-mêmes juifs ont tachées, mais le problème n'était pas là, c'était des intrus, d'autant plus que les années précédant la guerre, c'était la fin, ou presque la fin de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman qui va s'allier à l'Allemagne pendant la guerre, cet Empire ottoman qui va écraser les Arméniens, et il n'était pas exclu que les Ottomans fassent la même chose aux Juifs de Palestine. Donc l'idée d'une disparition de ces Yeshuv, c'était une idée qui hantait les esprits de cette seconde alia. Et l'un des... ce qu'on parlait du cauchemar arabe de l'époque, et l'un des porte-paroles de ce cauchemar arabe, c'est l'écrivain Brenner, l'écrivain Brenner, qui, parmi les premiers, a parlé de cette menace arabe, et et Brenner va être assassiné d'ailleurs par des Arabes en 1921 à Jaffa, et Brenner, qui a posé une question terrible aux militants sionistes: que nous sert-il de venir ici, nous installer sur notre terre et affronter l'hostilité des Arabes, l'hostilité. Nous avons changé une hostilité des Goïms, n'est-ce pas, en Europe, pour l'hostilité des Arabes. Quel intérêt y a-t-il? En fait, c'est une question très importante qu'il a posée. À quoi sert-il d'envoyer les Juifs en Palestine, si c'est pour y subir les mêmes affronts qu'ailleurs? En acceptant de recevoir des coups sans broncher, comme en diaspora, le Yeshuv ne risque-t-il pas de devenir une communauté juive parmi d'autres? Là aussi, c'est le même questionnement, sans spécificité aucune. Et le juif de développer les mêmes frustrations et les mêmes problèmes de comportement qu'ailleurs? La beauté, je cite Brenner, la beauté des paysages, la diversité du matériel humain, qui avait choisi de passer d'une eau à l'autre et d'un pays à l'autre, les rêves et les premiers bourgeons d'un type nouveau des Juifs libres, toutes ces idées sont des idées en l'air, disait Brenner. Et c'est la suite de cette crainte, de ce cauchemar arabe, n'est-ce pas, que le nouveau Yeshuv va se doter d'une petite armée. C'est le Shomer, le Hashomer. Et ce qu'il y a de très important dans cette armée du Hashomer, c'est que tout d'abord, elle aura un hymne avec un slogan qui sera repris plus tard: dans le sang et les flammes, la Judée est tombée. Dans le sang et les flammes, elle se relèvera. C'est le slogan du Hashomer. Mais ces gardiens, ces militaires en armes, vont aussi adopter les manières des Bédouins. Ils vont monter à cheval, ils vont s'habiller, ils vont adopter aussi l'argot
des Bédouins, et même le kéfier des Bédouins. Ils vont aussi truffer leur vocabulaire hébreu de mots arabes d'usage courant, mais ce qu'ils avaient, c'est une connaissance parfaite de la Bible. Et leur but, donc, le but de C.H. Omer, c'est défendre ce nouveau Yeshuv, c'est défendre les kibbutzim, les moshavim, et même les moshavot de la première Aliyah. Donc, on commence à voir se constituer ce nouveau Yeshuv avec ses dirigeants politiques, avec sa formation militaire et avec aussi ces nouvelles générations, ces générations de sabras, c'est aussi le nouveau mot aussi, ces sabras qui sont adulés et idéalisés par les écrivains, les poètes et les peintres, et ces sabras qui sont tenus d'aimer la terre de Palestine, d'aimer le travail agricole. Et pour citer le poète Uri Zwinger, ces jeunes sabras ont Jérusalem sur le front et le Hémek, c'est la vallée de Jezreel, et le Hémek au bras, comme des téphilines. Ça montre, c'est une belle image. Et puis, Ben Gurion, lui, va décrire ses premières semaines en Palestine comme une sorte de lune de miel. Et l'écrivain Avraham Shlonsky, qui va parler du culte de la terre, parle des sabras qui sanctifient par leur travail la terre comme une épouse par son mari. Donc, se crée donc non seulement une sorte d'idéalisation du sabra, mais un nouveau folklore. Et ce nouveau folklore, les nouveaux juifs, si vous voulez, nous allons le retrouver dans plusieurs domaines. D'abord, beaucoup de chansons sur ce sabra. Et puis ce sabra va avoir de nouveaux prénoms, des prénoms qui ne sont pas courants en diaspora. Ce sera des Uri, des Uzi, des Dan, des Yoav, des Ehud. Et on verra très peu de Salomon et de Moshe chez ces sabras. Ces nouveaux, des prénoms qui sonnent la diaspora. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'en 1914, 40% de la population juive parlait hébreu déjà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à cette activité des deux premières aliyahs, le nouveau Yeshuv a déjà sa langue. Et non seulement il parle hébreu, mais à la fin du mandat britannique, ce sera 95% qui vont parler hébreu. Et Tel Aviv va devenir un centre d'érudition juive à travers le monde. Et Tel Aviv va ravir, même à Varsovie, de l'époque, le titre de premier centre de culture hébraïque du monde. Et les librairies de Tel Aviv vont exhiber d'abord les œuvres des écrivains juifs, mais aussi les premières traductions, des traductions d'Aristote, Descartes, Shakespeare, etc. Tel Aviv aussi aura déjà ses premières salles de spectacle, ses clubs littéraires, et ainsi de suite. Oui. Dans tout ce qui est l'émancipation des Juifs, il y avait un projet concurrent, celui du Bund, Oui. par le monde ashkénaze. Oui. Et donc à ce moment, en 1914, ils ne sont pas encore décimés par le stalinisme. Donc est-ce qu'en Russie, le sionisme prenait, ou est-ce que c'était encore le projet bundiste? Pour le moment, vous avez remarqué, pour le moment, je parle, c'est encore à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, donc avant la révolution bolchevique. Cela dit, c'est un fait, il y avait une véritable compétition entre le Bund, le sionisme et aussi les territorialistes. Ce n'était pas la seule idéologie, le sionisme, en diaspora. Il y avait le territorialisme de Tocqueville, il y avait le diasporisme, si vous voulez,
de Dubnov et de ses amis, et il y avait surtout le Bund. Et le Bund, c'était le véritable concurrent du mouvement sioniste. La question, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, du travail arabe et de l'exploitation des Arabes, c'était une réponse aux critiques du Bund, parce que c'est le Bund qui disait qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui va créer une colonie à la manière des Français, à la manière des Anglais en Afrique. Et les sionistes répondaient que pour eux, au contraire, ils ne veulent pas exploiter la main-d'œuvre arabe, et c'est la raison pour laquelle ils mettent l'accent sur la main-d'œuvre. Donc il y avait véritablement cette compétition, mais comme vous le savez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la révolution bolchevique, le Bund va être, on peut dire, avalé corps et bien par le Parti communiste soviétique. Donc, mais je voudrais revenir, on peut dire donc que à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a déjà vraiment les rudiments d'un État en marche. Et les premiers à s'en rendre compte, ce sont les Arabes et les Arabes palestiniens, et ces Arabes palestiniens qui vont pousser les autorités ottomanes à freiner l'arrivée des Juifs en Palestine. Mais heureusement, l'administration ottomane n'était pas une administration bien organisée, n'est-ce pas? Et donc, malgré les interdits, les Juifs pouvaient toujours venir et s'installer en Palestine. On peut dire que on peut utiliser, on peut parler, critiquer, je termine à ce point sur cette colonisation juive qui aurait porté atteinte à la population arabe. En fait, quand on analyse les chiffres, on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Par exemple, on ne le dit pas assez, mais parallèlement à l'immigration juive, il y a eu une immigration de masse des Arabes des pays voisins venant en Palestine. Un chiffre, la population palestinienne est passée de 600 000 à 1 200 000 habitants entre 1922 et 1942. Pardon ? Ils venaient d'Égypte, ils venaient d'Irak. Et c'est un fait que cette augmentation, sans pareil dans le monde arabe, n'est pas due à des facteurs, disons, naturels, à des facteurs parce que la Palestine, à cette époque, c'était un pays riche, un pays où ils pouvaient trouver du travail. D'accord ? Donc la Palestine, disons, attirait. En d'autres termes, l'immigration n'était pas un phénomène juif seulement, c'était aussi un phénomène arabe. La Palestine a été transformée. Et on le sait d'ailleurs quand on a fait des analyses linguistiques de l'arabe parlé par les Palestiniens. Les Palestiniens ne parlent pas tous le même arabe, le même dialecte. Et les dialectes de Hébron, les dialectes de Naplouse, les dialectes des villes arabes reflètent en fait les origines de cette immigration. Une autre critique, par exemple, est en rapport avec le fameux travail agricole ou la colonisation agricole. Quand on compare à l'Algérie, c'est sûr que la colonisation française a touché de plein fouet les exploitations agricoles arabes d'Algérie. En Palestine, c'est le contraire qui va se passer. L'exploitation juive, non seulement elle ne va pas toucher, elle ne va pas affecter, mais en fait, elle va multiplier aussi les superficies cultivables et cultivées par les Arabes palestiniens. Ces superficies, par exemple, si on prend les agrumes, qui était la production la plus importante, les Arabes sont passés de 22 000 au début du siècle à 144 000, profitant des techniques apportées par les Juifs et aussi des améliorations sanitaires et autres. Les Juifs, à la fin de représenter 30% de la population.
mais leur part était de 60% dans le PIB de la Palestine à la fin des années 30. Et donc, ils achetaient à leurs voisins arabes en 30 et 50% de leur production agricole. Et jusqu'en 1936, près de 12 000 travailleurs arabes travaillaient dans les exploitations juives. Enfin, dernière remarque, elle touche la superficie des terres achetés par les Juifs. Entre 1920 et 1902, 75% des terres achetées par les Juifs n'appartenaient pas à des Palestiniens et 20% seulement à des propriétaires palestiniens et 3,8% à des fellahs palestiniens. Plus tard, entre 23 et 27, 86% des terres achetées n'appartenaient pas à des Palestiniens, 17,4% à des propriétaires palestiniens, généralement des propriétaires palestiniens qui n'habitaient pas sur place, et 1,6% à des fellahs palestiniens. Les choses vont changer entre 1928 et 1936. Le nombre de fellahs qui vendaient leurs terres aux Juifs va augmenter pour tourner autour de 18%. Pourquoi ? Parce qu'on était en pleine révolte arabe et la population paysanne arabe acceptait, voulait se défaire de ces terres pour tout simplement survivre. Parce que la révolte arabe, c'est une révolte qui a paralysé l'économie arabe entre 1936 et 1939. Donc, on peut dire que jusqu'à la fin jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la colonisation juive n'a pas affecté de plein fouet l'habitat arabe, et contrairement peut-être à ce qu'on laisse entendre. Et bien entendu, il faut distinguer cette forme d'habitat juif de ce qui deviendra après la guerre d'indépendance, quand l'État d'Israël va lui occuper des terres et des villages entiers qui étaient habités par des Arabes jusqu'à la guerre. Si vous avez des questions, avec plaisir. La popularité parmi les populations juives en diaspora, la popularité de ce projet sioniste. Avant, bien sûr, la Shoah. Oui. Alors, il faut distinguer le monde, l'Europe occidentale de l'Europe de l'Est. L'Europe... Il y a beaucoup d'émigration de juifs, mais qui sont partis aux États-Unis, en Argentine, oui. etc. Donc, oui. Apparemment, la Palestine n'était pas si attractive. Non seulement la Palestine n'était pas si attractive, mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'appel à l'émigration juive en Palestine. Jusqu'à la création de l'État, jusqu'à la veille de la création, plus exactement jusqu'au congrès de Biltmore de 1941, il n'y a jamais eu d'appel à l'émigration, parce qu'on voulait des militants, on voulait des sionistes idéologisés. L'émigration, d'ailleurs c'est pourquoi on appelle l'émigration Aliyah, la montée, l'ascension. On voulait des gens formés. D'ailleurs, les immigrants qui venaient en Palestine, sauf bien sûr après la Shoah, les rescapés, etc., c'était des militants qui passaient par la Harshara, une formation idéologique, et ce n'est qu'après cette formation idéologique qu'ils venaient en Palestine. Exception faite des Yéménites dont je vous ai parlé, etc., qui, eux, ou des Marocains qui continuent à venir dans le vieux Ishoul. Mais c'était ça le but. L'immigration de masse n'était pas un but. L'immigration de masse va devenir un but après 1941, quand Ben Gurion aura compris, parmi les premiers, que un État juif est en gestation, mais très, très avancé, et qu'il est temps de passer, comme on disait à l'époque, de la classe à la nation.
et qu'il est temps de former une nation juive, et pas seulement des militants. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce tournant, que l'émigration juive va être bien sûr encouragée, bien entendu. Il y aura les conséquences de la Shoah, avec les rescapés, etc. Mais vous avez bien raison. Maintenant, sur l'idée sioniste elle-même, l'idée de les Chovevet Zion, eux, ils avaient des adeptes. Ils avaient des adeptes, mais qui n'étaient pas forcément, qui ne voulaient pas eux-mêmes venir. Parce que les Chovevet Zion travaillaient surtout pour les Juifs de Roumanie, pour les Juifs des Balkans, pour les Juifs de Pologne, qui subissaient l'antisémitisme, n'est-ce pas, et qui voulaient quitter ces pays et changer d'air, si vous voulez, et venir s'installer. Pour cela, le judaïsme européen, le judaïsme était prêt à aider. Et il y avait vraiment des associations de Chovevet Zion un peu partout. Et en France, le grand rabbin, le Zadokan, était véritablement l'un des patrons de ces Chovevet Zion. Et c'est la raison pour laquelle le baron Edmond de Rothschild s'est appliqué. Il n'y avait pas d'idéologie, c'était une affaire de sauvetage. La question va se poser avec Théodore Herzl. Parce que Théodore Herzl, pas d'un État juif, pas d'un sionisme politique. Et là, Théodore Herzl va avoir contre lui tous les juifs d'Europe occidentale qui, eux, avaient pensé à l'émancipation, à l'assimilation, et qui n'acceptaient pas, n'est-ce pas, de quitter la France, l'Allemagne, etc. Et donc, parmi les grands ennemis de Théodore Herzl, c'était surtout les juifs occidentaux, d'accord, qui, eux, étaient encore, n'est-ce pas, des disciples de l'émancipation, de l'assimilation, etc., à la française ou à l'allemande. Mais quand Herzl est mort, la presse juive française, qui tirait à boulet rouge sur le Herzl de son vivant, va écrire des articles très élogieux, d'ailleurs dans le sens du chapitre consacré par Stefan Zweig à la mort de Herzl. Très élogieux, parce que, disait cette presse juive antisioniste, Herzl a réveillé le monde juif avec ses idées, même si ce sont des balivernes, même s'ils sont de seconde. La situation était différente dans les autres diasporas. En Europe orientale et centrale, l'idée sioniste passait plus facilement. D'abord, il y avait une culture juive, d'accord, il y avait une culture hébraïque dans les écoles Tarbout d'Europe orientale et d'Europe centrale. Bialik n'a pas attendu la création de l'État d'Israël et encore moins l'arrivée des premiers sionistes pour écrire ces beaux poèmes, même sur la Palestine, même sur le sionisme. Donc il y avait cette culture juive. Et puis, bien sûr, dans ces régions-là, il y avait l'antisémitisme féroce. Donc il y avait l'antisémitisme féroce. Il y avait aussi une activité idéologique très forte. D'abord le Bund, comme vous avez parlé, les communistes, et aussi il y avait les sionistes dans les ghettos. Donc tous ces facteurs ont fait que le sionisme était plus acceptable, plus accepté en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Restaient j'ai parlé du Yémen, j'ai parlé de l'Afrique du Nord. La question du sionisme en tant qu'idéologie ne se posait pas. C'est vrai qu'il y avait aussi des fédérations sionistes au Maroc, en Tunisie et même en Algérie. Même l'Algérie a envoyé un représentant au premier congrès sioniste, mais pour la masse des Juifs d'Afrique du Nord, le sionisme, c'est surtout cet attachement, disons, ancestral à Sion, à la Palestine, qui n'a pas besoin de passer par l'idéologie, qui n'a pas besoin de passer par le culte de la terre, par le travail agricole, n'est-ce pas, pour s'exprimer. D'accord. Et d'ailleurs, au lendemain de la déclaration Balfour de 1917, dans les Mélas du Maroc, s'est organisée spontanément une aliyah, une émigration vers la Palestine. Et quand ces émigrés sont arrivés à Palestine, on leur a demandé de bien vouloir rentrer chez eux parce qu'on n'avait pas besoin d'eux pour le moment. Donc,
Ce sont donc des idées, ou des attitudes, disons, assez différentes d'une communauté à l'autre. Le sionisme, en fait, jusqu'à la Shoah, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le sionisme va rester très minoritaire dans le monde juif. Le Bund avait plus d'adhérents, plus de militants et était beaucoup plus présent que le sionisme en Pologne ou ailleurs. Le sionisme va devenir, hélas, d'une certaine manière, l'idéologie dominante après la Shoah. Et c'est d'une certaine manière la Shoah qui, en dernière analyse, a confirmé la vision, a confirmé la justesse de la vision de Herzl et la vision à savoir que pour que les Juifs puissent continuer de vivre et de survivre, ben, il leur faut un État à eux. D'autres remarques? Vous avez parlé d'une révolte arabe en 1936. Oui. Et oui, alors jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les relations avec les Arabes étaient tendues, mais les Arabes comptaient beaucoup sur l'Empire ottoman pour freiner l'arrivée des Juifs. Et les relations avec les Arabes vont changer immédiatement après la déclaration Balfour de 1917, quand les Anglais annoncent leur intention de permettre aux Juifs d'avoir un foyer national en Palestine. La population arabe, à partir de ce moment, va déclarer la guerre, si je puis dire, aux Juifs de Palestine. Et entre 1917 et nos jours, ça sera une tension continue. Et les Arabes, d'abord, il y aura un changement d'identité de cette population arabe. Elle va se considérer comme palestinienne d'abord, alors que jusque-là, son identité était une identité musulmane ou au maximum syrienne. À partir de ce moment, à partir de l'arrivée des Anglais, plus exactement du mandat britannique, la population arabe va se dire palestinienne. Donc on peut dire que c'est le sionisme qui a d'une certaine manière créé le nationalisme palestinien. C'est le grand paradoxe. Et à partir de ce moment-là, cette population palestinienne n'aura de cesse de demander la suppression, l'abrogation pure et simple de la déclaration Balfour par les Anglais. Et donc à partir de ce moment, on va assister à des explosions de violence à partir de 1918, 1921, 1929. Ce sont de véritables émeutes anti-juives par les Palestiniens qui vont faire des dégâts très importants. Et au milieu des années 30, bien sûr, les Arabes vont comprendre que la situation internationale allait changer, que Hitler était déjà en fonction, et que peut-être que la guerre aussi, la Seconde Guerre mondiale, n'allait pas tarder à éclater, et les Arabes vont déclarer une sorte de révolte pas seulement contre les Juifs, mais aussi contre les Anglais qui étaient en Palestine. Et cette révolte va durer de 1936 à 1939, et les Anglais vont réagir de façon absolument violente contre les populations arabes, des villages entiers de Palestiniens détruits, des massacres, des pendaisons, etc., jusqu'en 1939. Et les Anglais vont décapiter, c'est la révolution, la révolte arabe, en chassant ces dirigeants, et notamment le Moufti de Jérusalem, qui était le chef des Palestiniens. Mais après avoir écrasé cette révolte arabe, les Anglais, qui comprennent que bientôt la guerre va éclater et qui avaient des intérêts dans le monde arabe, et notamment le salut du canal de Suez en Égypte, vont changer de politique. Et ils vont essayer de se rapprocher des Arabes
au détriment des Juifs. Et c'est en 1939 que les Anglais vont publier leur fameux livre blanc interdisant carrément l'immigration de Juifs en Palestine, et alors que les Juifs avaient besoin d'un havre de salut comme la Palestine. 1939, c'est les graves événements européens, c'est Hitler qui était déjà en action, n'est-ce pas, l'Anschluss, tout ce que pas la nuit de cristal, donc on avait, et les Anglais, ça ne les a pas gênés, n'est-ce pas, d'interdire l'immigration juive en Palestine, la Palestine qui était le seul endroit pouvant accepter des Juifs, et non seulement l'arrêt d'immigration, mais aussi l'arrêt de vente de terre par les Arabes aux Juifs. Donc les Anglais, en 1939, ont voulu étouffer le Yishuv, le nouveau Yishuv, après avoir écrasé la révolution arabe. Donc, et comme on voit, les Anglais jouaient un double jeu pendant toute cette période. Et c'est pourquoi, dès que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, on va entrer dans la phase finale de la guerre d'indépendance de 1948. Mais ça n'a pas marché beaucoup, le cas. Moi, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, il y a beaucoup de Juifs allemands qui sont partis vers la Palestine. Oui. Moi, j'ai des gens de ma famille, Oui. du côté de ma mère, qui ont débarqué en 1933. Absolument. On n'est pas encore au livre blanc. Le livre blanc, c'est en 1939. D'accord. Il y a ça. Ensuite, puisque vous parlez de l'Allemagne, et là on peut aussi parler du double jeu allemand à l'égard des Arabes cette fois. Ils voulaient se débarrasser des Juifs. Voilà, ils voulaient se débarrasser des Juifs à tout prix, et ils ont même accepté les fameux accords de la Havara. Ces accords de la Havara permettant de sauver des biens juifs allemands, d'accord, en échange de l'achat par les Juifs de Palestine de biens allemands. C'est un accord absolument qui a suscité beaucoup de bruit. Un business. C'est-à-dire, en fait, les Arabes, les Allemands, n'est-ce pas, voulaient tout simplement monnayer leur politique anti-juive, quitte à énerver les Arabes. Et d'ailleurs, on assiste à ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, vous avez Hitler qui parle des Juifs, comme il en a parlé, à savoir et puis donc, et les Arabes applaudissent. Et ces mêmes Arabes qui applaudissent, le moufti de Jérusalem a même été reçu par Hitler, et ces Arabes qui applaudissent vont être aussi les dindons de la farce, si vous voulez, puisque juste après, Hitler ou l'Allemagne va signer cet accord de Havara. Havara, en hébreu, c'est le transfert de biens des Juifs allemands, n'est-ce pas, en échange de l'importation ou de l'achat de biens allemands par l'organisation sioniste. Et de cette façon, on peut dire, les Arabes ne se sont pas trompés quand ils en ont conclu qu'en fait, cette Allemagne nazie qui parle des Juifs comme elle parle, elle est en train de renforcer l'entité sioniste. Objectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'était la misère. Oui. Très grande misère. Absolument. D'autres? Ma femme a une grand-mère qui est partie après Kitchener en Argentine. Oui. Elle est revenue ensuite en France. Enfin, elle est venue ensuite en France. Mais en 1905, elle est partie à Buenos Aires. Oui, on pouvait. J'en ai pas parlé, faute de temps, mais une bonne partie, aussi bien de la première Aliyah, des membres des Olim de la première Aliyah, que celle de la seconde Aliyah, sont partis, sont repartis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous restés en Palestine. Ah oui, il y en a qui sont revenus en Pologne. Et même à la veille de la Shoah, d'ailleurs, il y en a qui sont revenus en Pologne. En fait, on considère qu'un tiers seulement des immigrants de la première et de la seconde Aliyah sont restés sur place. Et ce chiffre n'a pas bougé pendant toutes les années. Il y a toujours eu une circulation, si vous voulez, de l'immigration juive entre départ et voilà. Écoutez, merci à vous.